Monsieur Briand avait donné dans son intervention la transition parfaite. Il a dit se former, oui, et après. Après, eh bien, c'est l'intégration en entreprise et c'est le thème de cette dernière table ronde de la journée qui sera animée par Valérie Paparel, directrice générale adjointe de l'ADAPT. J'invite les intervenants de la dernière table ronde à venir rejoindre le podium. Manuel Massé, Jacques Perrier, Stéphanie Le Dorneur, Stéphane Forgeron et Fernando Belver-Silvan. Merci beaucoup. Pendant que nos invités vont s'installer, je démarre donc pour poser la thématique de notre table ronde. On ne pouvait pas parler aujourd'hui des jeunes et de leur accès à l'emploi, de cette évolution entre l'école, les apprentissages, la formation professionnelle, sans parler aussi du rôle prépondérant de l'entreprise dans leur parcours, dans leur intégration en entreprise et leur évolution de carrière. Donc, je remercie de m'avoir rejoint à la fois Jacques Perrier, donc, qui est délégué régional du groupe La Poste en Alsace, Stéphanie Le Dorneur, qui est responsable de la mission diversité au sein de Malakoff Médéric. La journée est longue pour chacun d'entre nous, il faut qu'on tienne encore un petit peu. Manuel Massé, directrice adjointe du pôle de la plateforme d'insertion de l'ADAPT en Essonne. Stéphane Forgeron, qui est administrateur de l'ADAPT et président du club des jeunes cadres handicapés. Et enfin, Fernando Belver-Silvan, qui va nous parler du développement de l'emploi accompagné en Europe. Alors, pour démarrer, après cette journée bien dense, j'aimerais donner la parole à Jacques Perrier, puisque la thématique de notre table ronde, c'est l'intégration d'entreprise. Vous posez cette question, quelles sont pour vous les clés d'une intégration réussie? Oui, merci. Ça s'allume tout seul. Il faut, voilà. C'est bon. Oui, en fait, il n'y a pas de secret particulier. J'ai identifié deux clés. La première, je dirais, il faut simplement que le salarié standard, c'est-à-dire qui n'est pas handicapé, côtoie les travailleurs handicapés parce qu'il y a des stéréotypes. On a travaillé là-dessus à la Poste, on a fait des analyses sur les stéréotypes, enfin les idées reçues, les préjugés, pas seulement sur les handicapés, mais sur tous les types qui ressortent, je dirais, de la diversité. On a des a priori et on a mesuré ces a priori. Donc, ce n'est pas grave d'avoir des préjugés. Ce qu'il faut surtout, c'est les combattre. Donc, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que dès qu'il y avait un travailleur handicapé qui était dans une équipe, on voyait que c'était un collègue. En fait, il est handicapé, mais c'est d'abord un collègue. Donc, la première règle, c'est de travailler ensemble. On dirait du langage politique, le vivre ensemble, mais c'est le travailler ensemble, et ça, c'est la première règle. Et dès qu'il y a des gens dans une équipe, on se rend compte que le travailleur handicapé, finalement, c'est un collègue comme les autres et qu'au travers du travail, il y a des liens qui se tissent et que les préventions disparaissent et que l'intégration se fait facilement. Et à l'occasion de la semaine là, pour l'emploi des personnes handicapées, on a accueilli un petit peu des stagiaires. Et pour nos propres employés, je dirais, ils ont vu ce qu'était un handicapé et que c'était là encore un collègue comme les autres. Donc je dirais, première clé, c'est que les non-handicapés et les handicapés se côtoient et ça permet de lever les préventions. Et puis la deuxième clé, c'est aussi le travail en équipe. Et ça, c'est très important que le travailleur handicapé soit accueilli par une équipe. Et d'ailleurs, nous lançons depuis plusieurs années un challenge à l'intérieur de la Poste qui s'appelle En Différence, Handi comme handicapé et différence comme différence, En Différence, qu'on a lancé lundi à l'ouverture de la semaine de la SEPH. Là. Et ce trophée récompense en fait des équipes qui ont mis en place une action qui permettait d'intégrer un travailleur handicapé. Je vais vous donner un exemple tout simple. C'est un service qui avait eu le prix l'an dernier. C'est simplement dans un service de bureau, hein, c'était pas un bureau de poste, un service de bureau en direction ou un centre d'appel, je ne sais plus au juste.
l'équipe, il y avait un travailleur malentendant, enfin, dans l'équipe, et ils ont simplement eu l'idée de déplacer leur bureau de façon à ce qu'ils puissent faire face à ce travailleur malentendant et que le travailleur malentendant puisse lire sur leurs lèvres. Donc en fait, ils avaient simplement, par une organisation toute simple, mis en situation d'avoir des relations beaucoup plus simples avec ce collègue. Voilà, donc en synthèse, pour moi, les deux clés de l'intégration réussie, c'est d'abord que les gens se côtoient pour lever les préventions, et ensuite qu'il y ait le travail d'une équipe pour intégrer le travailleur handicapé. Stéphanie Le Dorner, votre appréciation sur ces deux aspects, donc dépasser les stéréotypes et les préjugés, travailler ensemble? Alors, moi, je rejoins complètement ce que vous avez dit, Monsieur Perrier. Je rajouterais, je pense qu'il faut une vraie volonté de la part de la direction de l'entreprise d'être en capacité d'intégrer des personnes en situation de handicap et de donner des clés aux managers qui sont souvent démunis de par la méconnaissance du handicap pour pouvoir intégrer au mieux dans leurs équipes un collaborateur. Je voudrais vous donner un exemple d'un projet qui a été mené au sein de Malakoff Médéric, donc sur comment insérer des jeunes personnes autistes ayant une trisomie ou atteintes de troubles du comportement. On a mis en place un partenariat avec la Fondation d'Auteuil qui, au sein de sa structure, a une classe en fait qui accueille des jeunes adultes déficients intellectuels. Et le projet de cette classe est en fait de permettre à ces jeunes de construire leur projet professionnel à partir de 16 ans et les accompagne jusqu'à 21-22 ans, jusqu'à une intégration possible, soit au sein d'une entreprise du milieu ordinaire, comme c'est le cas pour Malakoff Médéric, soit au sein d'une structure du milieu protégé. Et comment on fait fonctionner ce partenariat? On le fait fonctionner à deux niveaux. Le premier niveau, c'est des experts Malakoff Médéric qui se rendent régulièrement au sein de cette classe pour apporter en fait auprès des jeunes leur expérience de l'entreprise. Donc ils ont un échange sur comment on construit son CV, comment on tient un entretien de recrutement, c'est quoi un contrat de travail, quels sont les codes de l'entreprise. On travaille beaucoup sur les codes, c'est-à-dire comment on doit s'habiller, quelle tenue on a en entreprise, quel comportement je dois tenir à la cantine. Donc on envoie régulièrement donc, des collaborateurs Malakoff Médéric, donc une fois par trimestre, tenir en fait un échange avec ces jeunes pour leur donner des clés de compréhension du monde de l'entreprise. Et ensuite, on les accueille chez nous pour des périodes d'abord de découverte qui vont d'1 semaine à 2 semaines. Pourquoi des périodes de découverte? Parce que ça ne se passe pas tout le temps bien. On a des jeunes qui arrivent avec un projet et au bout d'1 semaine ou 2 semaines, on se rend compte que finalement, le projet qui a été proposé n'était pas le projet qui correspondait le mieux à cette personne. Donc notre rôle à nous aussi, c'est d'être en capacité de dire aux éducateurs qui les accompagnent que de notre point de vue employeur, il faudrait peut-être revoir le projet professionnel. Et à l'inverse, on a des projets professionnels qui se passent très bien. Donc au bout des 15 jours, en fait, si le partenariat fonctionne, ce sont des jeunes qui restent en alternance au sein de nos structures, une alternance qui va durer de 1 an à 2 ans. Et si des postes s'ouvrent, dans ce cas-là, une embauche pérenne. Donc dans le cadre de ce partenariat, on a fait déjà 2 embauches en CDI de 2 personnes autistes qui sont au sein de nos structures, une depuis 3 ans et une qui vient d'être embauchée en septembre. Moi, le point sur lequel je veux insister dans le cadre de ce partenariat, c'est long, ça prend du temps. Il faut s'appuyer sur des acteurs internes volontaires qui ont aussi cette envie de nous accompagner dans ce projet. Donc, on a un réseau de tuteurs volontaires sur ces accompagnements qui a été formé il y a maintenant 3 ans et qui continue à accompagner les jeunes sur ces projets professionnels. Et on a besoin, nous, entreprises, on ne peut pas gérer ce projet seul, en fait. On a besoin des structures extérieures qui accompagnent les jeunes. Donc, que ce soit les responsables d'insertion de la Fondation d'Auteuil, soit les éducateurs qui suivent les jeunes, en fait, à l'extérieur de nos structures. Et au début de la mise en place du projet, on se voit 1 fois par semaine pour faire un point sur qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qu'on a vu, nous, et sur quel point on vous demande de nous accompagner pour travailler. Je vous donne un exemple. On a reçu deux jeunes adultes en même temps. Et en fait, à la cantine, ils se sont laissés un peu aller à leurs envies théâtrales d'exprimer
pour l'un, tout ce qui était l'histoire, pour l'autre, tout ce qui était autour des plantes. Et on leur a expliqué qu'on était dans le monde de l'entreprise, que même si c'était un moment de détente, il y avait des codes qui ne permettaient pas forcément de pouvoir avoir ces comportements. Ça se passe très bien, sauf que nous, on n'est pas forcément en capacité de le faire bien. Donc les éducateurs nous suivent sur toute la durée de l'alternance, travaillent donc tous ces codes. Et ils nous suivent aussi une fois qu'on les a embauchés en fonction des 2 jeunes. Pour la première intégration, on a un suivi sur 2 ans qui est terminé aujourd'hui. Et pour celui qu'on vient d'intégrer depuis septembre, on continue le suivi. Donc c'est important, une fois qu'on a intégré, de sécuriser aussi après le dispositif mis en place et d'accompagner en fait finalement en gestion de carrière le nouveau salarié. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que là, on a une présentation d'un dispositif plutôt exemplaire. Alors, ça fait une bonne dizaine d'années qu'à l'ADAPT, on travaille sur les dispositifs d'établissement et services d'aide par le travail, donc en lien direct avec les entreprises. Manuel, on ne va pas se vous voyez, hein, on va faire comme dans la vraie vie. Quel regard tu portes, toi, sur ce partenariat avec l'entreprise et qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Est-ce que vraiment ça a bougé et qu'est-ce qu'on peut apporter de plus aujourd'hui, peut-être pour aller plus loin? Parce que là, on a effectivement un exemple avec 2 intégrations en contrat durée indéterminée pour des jeunes autistes. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question de savoir sur quel poste de travail vous les aviez recrutés. Alors, on a le premier qui a été embauché, en fait, à un poste d'huissier. Il accueille en fait tous les rendez-vous de nos directeurs au niveau du siège et il accompagne et il assiste l'ensemble des assistantes de direction dans leurs tâches du quotidien. Et le deuxième a été embauché à la fois on a une restauration de direction au sein de nos structures, donc il est à la fois en service au sein de cette restauration de direction. Enfin, c'est important parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants ont accepté aussi du coup d'être dans l'échange au quotidien avec ces 2 personnes, puisque les 2 postes aujourd'hui qui ont été pourvus en CDI sont en lien avec les activités de la direction du siège. Donc il est à la fois en service et il est à la fois en fait en gestion de ce qu'on appelle nous le stock café. On a sur tous nos étages en fait des machines à café qui nous sont proposées. On a des livraisons de café et du coup il y a toute une gestion des commandes de café qui est gérée aussi par Christian. Voilà. Merci. Donc Manuel, je reviens sur ma question. Qu'est-ce qui a bougé ces 10 dernières années? Où on en est de l'accompagnement et jusqu'où on peut aller maintenant? Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Je dirais que ce qui a considérablement changé, c'est que l'entreprise aujourd'hui se positionne très clairement comme un partenaire de l'insertion avec des attentes, avec des propositions et qui se considère comme un élément d'un système avec l'usager, l'équipe d'accompagnement et elle-même pour mettre en œuvre l'insertion. Ce qui autrefois partait peut-être du principe d'une bonne action pour l'insertion d'une personne handicapée n'est plus du tout la même chose. On est dans une logique de parcours avec au bout des propositions d'intégration pérenne, mais sur un référentiel précis et sur des objectifs remplis, contractualisés et programmés dans le temps. En termes d'accompagnement, ce qui a changé aussi, c'est forcément en face ce que peuvent proposer les équipes. Aujourd'hui, en termes d'outils d'accompagnement, on propose des job coaching à l'ADAPT dans les ESAT Hors-les-Murs, portés par des équipes pluridisciplinaires, où on met en œuvre un soutien global de la personne dans l'accès vers l'emploi par le biais de mise à disposition en milieu ordinaire de travail, où l'entreprise va être à la fois, le milieu ordinaire va être à la fois le moyen de réentraînement et l'objectif de l'insertion. C'est donc un apprentissage écologique par apprentissage en situation à partir du projet de la personne et des besoins de l'entreprise en fixant ensemble les objectifs de l'insertion. Et où dès la première heure en entreprise s'appuie sur un principe de réalité, une contribution, donc une rétribution. Contribution au développement de l'entreprise, rétribution de la personne intégrée en entreprise. C'est donc bien un programme de co-construction de l'insertion où les acteurs vont être chacun positionnés comme partenaires et experts de l'intégration, qu'il soit l'usager ou le bénéficiaire, qu'il soit l'entreprise partenaire. Donc, l'intérêt de ce type de job coaching, d'accompagnement d'équipe, c'est peut-être un accès au plus près des choix de la personne, le transfert des compétences relationnelles
développé par l'équipe et en entreprise, la prise d'indépendance progressive de la personne, le développement de son empowerment et de sa capacité à agir, la confrontation et l'échange des points de vue entre tous les acteurs pour balayer l'ensemble des possibilités et concrétiser l'intégration, et enfin la professionnalisation de tous sur sa mission. Merci. Est-ce que je t'ai répondu? Oui. Peut-être une précision sur les caractéristiques des publics qui sont accompagnés dans les Atormur, parce qu'on a depuis ce matin beaucoup parlé du handicap psychique, de la maladie de la maladie mentale ou du handicap mental. Voilà. Donc nous, ça serait plutôt l'accompagnement de handicap cognitif, qu'il soit dû à une lésion cérébrale acquise, à des troubles développementaux ou en lien avec une maladie mentale. Donc tout le travail de l'intégration, une partie du travail de l'intégration professionnelle va se faire sur l'analyse cognitive des tâches professionnelles et la mise en adéquation avec les capacités de la personne. Ensuite seulement vient tout le travail d'intégration au collectif de travail et l'articulation à l'organisation du travail de cette entreprise. Avant de redonner la parole peut-être à Stéphanie et Jacques Perrier, moi j'aurais quand même une question encore sur la manière dont on travaille avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on arrive à faire bouger au sein de l'entreprise, et est-ce que justement c'est facile aujourd'hui, enfin j'ai entendu tout à l'heure, quand le projet professionnel n'est pas adapté, on réoriente, on renvoie finalement le jeune vers l'équipe d'éducateurs pour qu'il puisse retravailler son projet professionnel. Comment ça se joue dans les Atormur où finalement le projet professionnel il n'est pas forcément consolidé au départ? Comment se fait ce travail avec l'entreprise? Donc, le projet professionnel va se construire étape par étape. Le travail avec l'entreprise va partir d'un besoin identifié par l'entreprise et de l'identification d'un jeune qui peut être en activité sur cette entreprise-là. Et puis, deux acteurs vont accompagner l'entreprise, c'est-à-dire le chargé de relations entreprise, et l'autre, le bénéficiaire sur son poste de travail, c'est-à-dire le job coach. Et c'est par le croisement de ces points de vue et celui du tuteur d'entreprise qui suit plus précisément le parcours de la personne intégrée qu'on va pouvoir fixer de nouveaux objectifs, voire faire évoluer le projet de la personne accueillie, voire réorienter la personne. Donc c'est vraiment un croisement des points de vue et je pense un accompagnement de chaque acteur, un accompagnement individualisé de chaque acteur. Ça, c'est envisageable chez Malakoff Médéric, à la Poste, de faire ce travail-là du cousu humain, d'adapter finalement aussi les conditions de travail aux besoins de la personne? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à enclencher et justement le travailler ensemble dans ce cadre-là et dans ce contexte est possible aujourd'hui? Oui, c'est bien sûr. Hein, oui, bien sûr, c'est aussi notre fierté de le faire. Ce que je précise aussi dans une entreprise comme La Poste, où en fait, je veux dire, on n'a pas vocation à être un centre d'emploi de handicapés en tant que tel, mais on a des obligations légales, comme tout le monde, d'avoir des travailleurs handicapés. Mais j'ajoute aussi que malheureusement, on a aussi nos propres personnels qui deviennent handicapés par inaptitude, notamment vieillissant. Par exemple, les facteurs qui ont des tâches de manutention, bon, certains d'entre eux, malheureusement, deviennent travailleurs handicapés au bout d'un certain nombre d'années. Mais on a une logique d'adaptation des postes en permanence. Et je vais donner un exemple, mais alors à contrario, qui est la prévention du handicap. Le facteur à vélo, tout le monde connaît. Ce qu'on sait sans doute moins, c'est que de plus en plus, les vélos sont à assistance électrique. Et en 2015, tous nos facteurs seront des vélos à assistance électrique. Donc là, on utilise des technologies modernes. Bon, c'est écologique, mais en plus, ça diminue considérablement l'effort du facteur et ça diminue aussi le risque d'inaptitude. Donc on a aussi la prévention d'un handicap en interne. Mais pour finir de répondre à votre question, oui, quand on a des travailleurs handicapés, on essaie d'améliorer, d'aménager les postes afin de leur permettre de gérer leur handicap. Si un malvoyant, par exemple, bon, on va peut-être pas le mettre au guichet,
Mais par contre, on a des services de téléconseil, de conseil à distance au téléphone. Donc on n'est pas face à face au client, mais par contre il y a des écrans. Mais là, il va y avoir des écrans qui vont être aménagés avec des claviers en braille et puis donc la possibilité donc d'agrandir l'image. Voilà, c'est un exemple de poste aménagé. Et ça, c'est des situations réelles et assez importantes. Stéphanie, vous voulez ajouter un mot ? Alors oui, aujourd'hui en tout cas on a la chance d'avoir un certain nombre d'équipements techniques qui nous permettent de pouvoir aménager des situations dans l'entreprise. Bien évidemment, on accompagne nos collaborateurs avec l'ensemble de ces équipements. C'est pas tout le temps si facile que ça, on va être franc sur les aménagements qui vont concerner certains jeunes qu'on va accompagner parce qu'on n'est pas sur de l'aménagement matériel, on est sur la possibilité ou non de tenir un poste. Et parfois, la réponse, c'est non, en tout cas dans les postes que nous, on propose. Mais dans ce cas-là, je vais rebondir sur ce que Madame Massé a dit. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire ensemble. L'idée, c'est pas de partir sur non, c'est pas possible, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour l'accompagner vers un autre projet. Moi, je vais rebondir et vous livrer un autre exemple. C'est pas tout le temps facile non plus de gérer les parents des enfants qu'on accompagne, puisqu'on a déjà été court-circuité par les parents. On avait construit un projet professionnel avec un jeune qui lui plaisait, qui lui correspondait, mais qui ne satisfaisait pas, on va dire, la projection qu'avaient pu faire les parents sur les capacités, en tout cas, de leur enfant. Et ça a été une aventure, une première aventure pour moi, une aventure assez compliquée à gérer parce que du coup, j'avais un protagoniste en plus dans l'accompagnement que je faisais d'habitude. Donc, pour vous dire qu'à un moment donné aussi, ça a pu arriver qu'on se retrouve avec une 4e personne dans l'accompagnement. Au final, on a eu des discussions très franches, c'est-à-dire que nous, on a maintenu notre position. Et on a réussi à trouver un terrain d'entente pour remettre au milieu de cette situation, finalement, notre jeune stagiaire qui, lui, était bien motivé par ce qu'on pouvait lui proposer. Après, nous, on a un périmètre d'action, c'est-à-dire qu'on peut proposer un certain nombre de projets professionnels qui sont uniquement en lien avec les métiers qu'on peut accompagner. Donc, il y a tout un champ sur lequel, effectivement, on ne sera pas la bonne entreprise pour pouvoir le faire. Nous, on accompagne principalement sur des projets dans le tertiaire au niveau d'un poste d'assistant, au niveau de nos services courriers. Et on a la chance d'avoir des restaurants direction qui nous permettent en fait de pouvoir accompagner des projets dans le service, soit en cuisine, soit en salle. Donc c'est les périmètres sur lesquels aujourd'hui on a eu des demandes et sur lesquels on accompagne régulièrement ces jeunes. Merci. Alors, je voudrais qu'on passe maintenant la parole à Fernando Belver qui va nous parler d'un dispositif qui se développe, en tout cas qu'on cherche à développer dans un certain nombre de pays de l'Union. Vous êtes représentant de l'Association européenne pour l'emploi accompagné que vous allez nous présenter aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que l'emploi accompagné ? Très bien, merci. Bonjour à tous. Je vous remercie, surtout l'ADAPT, pour l'invitation à l'Union européenne de l'emploi accompagné, European Union of Supported Employment. Supported employment is the name in the world of this accompagnement. Je vous remercie à venir ici pour partager avec vous notre idée et activité. D'abord, je vais parler de l'emploi accompagné comme un système d'insertion professionnelle utile pour les personnes handicapées. En deuxième lieu, je parlerai de l'Union européenne de l'emploi accompagné, ce que c'est cette organisation et ce qu'elle entreprend. Et finalement, je vous parlerai de quelques défis du futur. Qu'est-ce que c'est l'emploi accompagné? J'ai encore 15 minutes? Oui. 10 ou 10. L'EUC a défini en 2005 l'emploi accompagné de cette façon: apporter un soutien aux personnes handicapées et aux autres collectifs en désavantage pour obtenir et maintenir un emploi rémunéré dans le marché libre du travail. Les phases de l'emploi accompagné sont 4. Engagement avec le client,
Profil professionnel. Troisième pour l'entreprise, recherche d'emploi, engagement avec l'employeur. Et finalement, soutien sur et en dehors du lieu de travail. L'engagement avec le client, ceci est la première phase du processus de l'emploi accompagné. L'accueil de la personne qui frappe à notre porte parce qu'elle a besoin d'un soutien pour accéder au monde du travail. Nous devons nous mettre à son service en l'informant exhaustivement de la méthode que nous appliquons et de ce qu'elle exige, afin qu'il ou elle prenne sa propre décision. On peut consulter la guide numéro 1 de la boîte à outils de l'EUS, où on trouvera la description d'une bonne pratique de cette phase. Le profil professionnel. Pour aider des personnes handicapées ou des collectifs en situation de désavantage à obtenir et conserver un emploi rémunéré. L'emploi accompagné utilise une approche personnalisée et il réunit toutes les informations intéressantes sur les aspirations, les intérêts, les habiletés et les aptitudes de la personne pour le travail, ainsi que sur ses besoins de soutien et sur les ressources dont elle dispose dans son environnement. Dans le processus de l'emploi accompagné, le profil professionnel est l'instrument qui s'utilise pour réunir toute cette information. Pour réaliser une bonne pratique dans la confection d'un profil professionnel, consultez le guide numéro 2 de la boîte à outils de l'EUS. La recherche d'emploi et l'engagement avec l'employé, la troisième phase. À partir des conditions requises par le marché du travail, on examine les capacités et les habiletés du demandeur d'emploi, pour arriver ainsi à un ajustement entre ses besoins et ceux de l'employeur. Dans cette phase, on connaît déjà les capacités et les ambitions du demandeur de travail, et sans oublier ses désirs, les agents doivent soutenir des buts réalistes à l'égard des objectifs du travail. Il faut rechercher les options existantes dans les marchés du travail local et également le potentiel pour créer et développer plus de possibilités. Cette phase est primordiale pour l'emploi accompagné. Sans un accord avec l'employeur, le processus ne peut pas commencer. C'est pourquoi nous disons dans l'EUS que les employeurs sont les premiers agents de l'insertion au travail de ces collectifs de personnes. Pour plus d'informations sur cette phase, il est recommandé de consulter le guide numéro 3 de la boîte à outils. Le soutien sur et en dehors du lieu de travail, c'est la quatrième phase et la dernière. Le soutien effectif sur et en dehors du lieu de travail est un des éléments principaux de l'emploi accompagné et ce qui les différencie des services de placement traditionnels. Le soutien se rapporte autant à celui donné au commencement d'un nouveau travail qu'à celui apporté pour le maintenir pendant longtemps. Ce soutien dépend des besoins individuels de l'employé. Certains ont besoin d'un soutien pour apprendre une nouvelle tâche dans l'entreprise et préfèrent que l'entraîneur aille régulièrement à leur travail. D'autres ont besoin pour assumer un nouveau rôle professionnel ou pour résoudre des problèmes avec les collègues et préfèrent recevoir ce soutien en dehors du lieu de travail. Cette phase est celle qui caractérise mieux l'emploi accompagné. Et nous conseillons à tous les professionnels intéressés à ce système d'insertion au travail d'étudier attentivement le guide numéro 4 de la boîte à outils de l'EUS, où sont expliqués les secrets d'une bonne pratique. L'emploi accompagné, voilà, nous avons 2 clients. Vous pouvez changer le... Oh non. C'est la face. Nous avons 2 clients, la personne et l'employeur. Et voilà le secret du succès de l'emploi accompagné. Individualisation, planification centrée à la personne, protagonisme et implication, ses décisions, ses intérêts, ses capacités, ses besoins de soutien, son cercle de soutien, son plan. Et par rapport à l'employeur, offrir service, couvrir ses besoins,
soutien naturel, information véridique, responsabilité sociale de l'entreprise, offre positive, relation de win-win, négociation, inspirer confiance. Voilà, l'EUC. On peut affirmer que l'EUC est une organisation positive dont les actions ont favorisé l'implantation et le développement de l'emploi accompagné en Europe et que depuis sa fondation, elle a contribué de façon significative dans ce champ social et a réussi à être une organisation de référence. Légalement créée en 1993, continuellement en croissance d'adhésion, 20 pays comme membres de droit, et nous avons maintenant 4 nouveaux pays comme membres associés. Parmi eux, la France, bientôt. L'adhésion des membres associés encourage de nouveaux pays à participer. Nous espérons la France, la Belgique, Bulgarie, Malte, la Pologne, etc. Financé seulement par les quotas de membres, aucun financement de l'Europe jusqu'ici, mais ça peut changer. Les activités de l'EUS fournissent direction, leadership et guident l'emploi accompagné de l'Europe. Nous organisons des congrès internationaux chaque 2 années. Nous avons bourse d'enseignement pour apprendre les meilleures pratiques en Europe. Nous avons développé des standards de qualité 2005. Nous avons développé la boîte à outils de l'emploi accompagné, effectué une étude sur l'emploi accompagné en Europe pour la Commission. Et maintenant, nous sommes travaillant à un projet Leonardo de transfert d'innovation, d'adaptation de la boîte à outils pour d'autres groupes désavantagés. L'EUS a fixé la définition du modèle, les étapes de processus, les standards de qualité et a fourni aux professionnels européens une boîte d'outils qui leur facilite sa correcte application. Elle a réussi à donner une cohésion au mouvement européen de l'emploi accompagné, chose très méritoire devant la grande diversité d'approches, de législation et de systèmes de financement existants dans notre continent. Elle a pratiqué l'aide mutuelle entre pays européens et d'autres continents qui se trouvent à des stades différents de développement pour diffuser et apporter des conseils dans la correcte application du modèle. J'ai dit que maintenant, nous avons 20 favorables pour l'emploi accompagné en Europe. Les traités internationaux conseillent de bâtir des sociétés plus inclusives. Nous l'avons vu ce matin. La Convention, l'article 27 de la Convention des Nations Unies, le Bureau international du travail, l'Union européenne 2020 et la stratégie à long terme pour la croissance intelligente, durable et inclusive. Le rapport d'emploi 2011 suggère le soutien personnalisé pour trouver un travail ou progresser dans l'emploi, particulièrement pour ceux-là qui n'ont plus besoin. La stratégie européenne sur le handicap dit par rapport à l'emploi, les personnes handicapées doivent être payées dans les marchés libres de travail. Tout ça sont les vents favorables pour l'emploi accompagné. Mais quels défis de futur avons-nous? Large reconnaissance de l'Union européenne de la profession d'emploi accompagné. Être l'organisation et la solution pour des informations sur l'emploi accompagné pour la Commission de l'Union européenne et les pays nationaux. Produire des statistiques nationales, les données sont très importantes. L'engagement avec la Commission de l'Union européenne pour assurer le financement de l'emploi accompagné. L'emploi accompagné devrait être surveillé par le ministère de l'Emploi dans les pays nationaux. L'emploi accompagné devrait être légiféré et encadré dans une structure de l'administration publique. Et finalement, un contrat de travail spécifique d'emploi accompagné
devait être un outil légal utile pour garantir le financement des services de soutien et la mise en œuvre de la qualité du modèle. Conclusion, l'emploi accompagné change la société. Il commence pour changer la personne. Cette sera un citoyen actif comme les autres, qui contribue à la société avec le soutien et l'accompagnement dont il a besoin fournis dans le marché libre de travail. Il change aussi la famille, qui voit leurs membres comme une personne occupée et productive, qui contribue à l'économie de la communauté. L'emploi accompagné change les professionnels et les institutions. C'est une autre approche au marché et aux services aux citoyens. Accompagner les employeurs et les demandeurs d'emploi sur le terrain de l'emploi même, dans la communauté. L'emploi accompagné change surtout les employeurs et les entreprises quand elles décident d'incorporer la diversité. Elle améliore le climat de travail, les relations humaines, ainsi que la responsabilité sociale de l'entreprise. L'emploi accompagné changera aussi l'administration publique, les lois et la société, parce que tous les États doivent adapter sa législation à la Convention des Nations Unies pour faciliter le bâtiment d'une société plus inclusive. Et pouvoir travailler, comme tous, dans n'importe quelle entreprise, c'est la première condition pour avoir cette nouvelle société. Je vous encourage à travailler tous ensemble dans l'EUC, l'Union européenne de l'emploi accompagné. Vous serez les bienvenus. Nous avons besoin de votre idée, de votre expérience, de votre force, de votre créativité, la force de la France, pour aller en avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention et je crois que nous avons aussi de notre côté besoin de continuer à échanger avec vous sur le sujet. On a bien compris qu'il faut d'abord suivre le guide et ça ce sera un petit clin d'œil pour tous les spots de la semaine pour l'emploi et on ira donc consulter tous les guides que vous avez mis en ligne et surtout tous les débats que ça va faire naître en France sur la question de la sortie de l'institution et de l'accès au droit du travail pour tous les travailleurs, qu'ils soient aujourd'hui dans les statuts de travailleurs des AT et demain en tant que salariés d'entreprise, peut-être avec un contrat spécifique. Donc merci beaucoup. On a parlé de l'intégration et de l'accompagnement vers l'emploi. Une fois en emploi, comment accompagner l'évolution de carrière, comment garantir que les personnes handicapées peuvent continuer à se former, à évoluer dans des nouvelles fonctions, accéder à des fonctions managériales. Je voudrais maintenant donner la parole à Stéphane Forgeron, administrateur de l'ADAPT et président du Club des jeunes cadres handicapés, un club tout neuf au sein de l'ADAPT. Stéphane. D'abord, c'est difficile à répondre à cette question d'emblée sans savoir exactement d'où l'on vient. Tu parlais justement de comment arriver dans comment sortir un peu de ces institutions et arriver dans on va dire, dans le droit commun, on va dire. Et c'est peut-être là, pour moi, la principale préoccupation, parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où, historiquement, les personnes handicapées étaient en milieu spécialisé, et quelque part, ça a généré tout un tas de stéréotypes, d'idées reçues sur le fait que finalement que les personnes handicapées ne pouvaient pas avoir une scolarité ordinaire, on en a un tout petit peu parlé ce matin, ne pouvaient pas non plus avoir un emploi peut-être en milieu ordinaire, ou s'ils pouvaient avoir un emploi en milieu ordinaire, c'était sur des postes déterminés, à tel point que je suis arrivé ce matin de Paris, j'étais dans le train et j'étais mal réveillé et je me suis perdu dans la deuxième classe. Et en fait, un partenaire de l'ADAPT m'a reconnu et m'a dit on ne comprend pas, on reçoit que des postes d'agents administratifs, des CV que d'agents administratifs, de personnes handicapées. Et ça démontre bien qu'en fait, ces personnes, certaines d'entre elles n'avaient probablement pas beaucoup de possibilités de pouvoir faire peut-être de hautes études, mais beaucoup auraient certainement pu aussi faire de hautes études si elles avaient été bien orientées dès le début. Alors, quand on parle de personnes hautement qualifiées, ça veut dire déjà qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu arriver à ce niveau. J'en suis, je ne sais pas si on peut dire un exemple, en tout cas j'en suis
Je suis un profil, on va dire, parmi tant d'autres, qui a eu peut-être à un moment donné la chance ou qui a fait le bon choix, certainement qu'il y a eu aussi peut-être les parents qui l'ont orienté quelque part, peut-être sans le savoir, vers la bonne voie. En tout état de cause, la difficulté qu'on a et vers laquelle je pense on va devoir travailler dans les années à venir, et ça reflète certainement certaines discussions qui ont eu lieu ce matin et qui étaient très riches. D'abord, c'est la définition en France, avant de répondre à ta question, c'est la définition du travailleur handicapé. Parce qu'on a une définition en France de la personne handicapée, qui est la loi de 2005, dont on a évoqué, mais on a aussi en France la définition du travailleur handicapé. Et en fait, la définition du travailleur handicapé, en France, c'est toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Alors, cette définition, elle est de 1957, hein, je tiens à préciser, ce qui montre bien que, pourtant, entre-temps, le monde du travail a bien évolué, les entreprises ont changé, les mentalités ont peut-être aussi quand même un petit peu évolué, du moins je l'espère depuis, enfin, j'en suis sûr même, il ne faut quand même pas caricaturer non plus. Mais ça démontre quand même que pour le législateur, le handicap reste avant tout un problème médical, intrinsèque à la personne, et c'est uniquement en raison des altérations de ses fonctions que ses possibilités de travail sont réduites. Donc ça pose un véritable problème, du reste par rapport à la loi de 2005, qui va quand même plus en avant et qui parle de restriction de la participation à la société subie dans son environnement, sauf que cette restriction, aujourd'hui, n'est toujours pas intégrée dans le droit du travail français, qui occulte finalement les facteurs environnementaux du handicap dans une situation de travail. En outre, le Code du travail en France, il stipule que l'obligation d'emploi de la population handicapée est conditionnée à une déclaration, à une décision administrative. Autrement dit, une personne malvoyante, aveugle en France, n'a pas l'obligation de travailler. Moi, je travaille, mais parce que je l'ai voulu. Mais si je ne voulais pas travailler, personne ne me dirait rien, et parce que la loi l'a prévu de la sorte. Alors ça pose quand même un problème de fond, ça a été évoqué ce matin aussi, et entre nous, c'est un petit peu aussi contraire à l'article 27 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été votée par la France, par le Parlement français en 2010. Donc là aussi, on est quand même dans une conception de la personne handicapée qui est quand même pas très, je dirais, qui est pas très positive. Et puis d'un autre côté, on ne la force pas non plus, peut-être à faire, à un moment donné, peut-être à faire de hautes études, à se dépasser. Moi, je suis un exemple parmi tant d'autres où à un moment donné, j'étais également en milieu spécialisé dans une école pour déficients visuels, et on considérait que si j'allais jusqu'au baccalauréat, ça serait déjà bien. Et moi, je ne le concevais absolument pas de cette façon. Hier matin, j'étais également, c'est la semaine nationale pour l'emploi des personnes handicapées, semaine qui est extrêmement importante, où se sont mobilisés les salariés de l'ADAPT, tous ses partenaires, les entreprises, mais aussi de nombreux bénévoles, des réseaux, des réussites qui aident justement les personnes handicapées à essayer de reprendre goût et à trouver l'envie d'avoir un emploi et surtout de les préparer. Et puis il y avait un intervenant qui d'emblée, qui se présente, et qui était d'une entreprise pourtant, et pourtant bien sensibilisé au handicap, et qui dit tout simplement l'handicap fait partie de la santé. Pour moi, ça pose le problème de fond finalement d'une société qui a vécu avec une idée que, et c'est pas exclusif de la France, l'OCDE l'a démontré à travers notamment un rapport extrêmement instructif qui s'appelle Sickness, Disability and Work Breaking the Barriers, qui montre très clairement qui demande en quelque sorte de démédicaliser, c'est pas un terme très joli, de démédicaliser le handicap. Et je pense que c'est la seule façon, à un moment donné, d'y arriver. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut nier que si une personne a un problème de santé, il ne faut pas nier, et elle a le droit d'être soignée comme tout à chacun. Du reste, l'OCDE, mais aussi ce matin, l'étude qui a été présentée par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie, insiste bien sur une notion, elle parle bien des personnes qui ont des problèmes de santé ou un handicap. Et je trouve que c'est essentiel. Et ça change complètement. Et si on avait en France, on faisait très clairement, dans la façon de s'exprimer, si on faisait très clairement cette distinction, ça changerait énormément le regard sur les personnes handicapées. Alors une personne qui a des problèmes de santé peut parfaitement être handicapée. Tout simplement, elle peut aussi avoir un problème de santé qui peut être temporaire et rester handicapée.
Donc il faut aussi faire très attention dans la façon dont on s'exprime. Les personnes handicapées sont considérées aujourd'hui administrativement, elles ont une capacité de travail réduite. C'est la façon dont on décrit la personne. Alors quel que soit le niveau de formation, ça peut être un cadre, alors ça existe très peu, mais enfin même pas, mais un cadre d'une entreprise, un cadre supérieur d'une entreprise qui est par exemple qui est handicapé, on considérera malgré tout qu'elle a une capacité de travail réduite d'un point de vue administratif, sans pour autant l'avoir vu. On parle d'évaluation pluridisciplinaire en France. Bon, sachez que dans bien des cas, les évaluations, elles sont monodisciplinaires, elles sont faites entre médecins et bien souvent sans voir la personne. Donc là aussi, ça pose quand même un problème, d'autant plus que finalement, on continue de voir la personne handicapée, quel que soit son niveau de formation, à travers ses limitations et non à travers ses capacités, son potentiel, sa performance quelque part, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Moi, on lutte au niveau du cadre des jeunes, enfin des cadres handicapés, on lutte justement pour valoriser, pour essayer, on va vraiment essayer de s'y efforcer en 2014, pour essayer véritablement de valoriser la personne handicapée. Certes, elle a un handicap, mais elle a aussi des compétences, elle a des potentialités, et elle a vraiment aussi, elle a le droit véritablement de travailler comme tout à chacun et de pouvoir évoluer. Alors pour en venir à l'évolution de carrière, c'est un véritable problème aujourd'hui. Alors, il y a des exceptions, certainement des entreprises exemplaires en la matière. Simplement, on a du mal, je ne vous cache pas, à les identifier. Pour le reste, le handicap est géré un petit peu, d'un côté, on parle de personnes handicapées, elles sont des exemples dans l'entreprise, mais on continue de les gérer et de dire que ce sont des cas particuliers, voire des exceptions. Pourquoi on utilise ces expressions? Tout simplement pour dire qu'elles ne sont pas intégrées véritablement au processus de l'entreprise en termes d'évolution de carrière, de mobilité. Simplement, ça renvoie à l'idée que la personne handicapée, quelque part, c'est du social, et comme c'est du social plus ou moins, elle est entre guillemets entre les lignes, il faut interpréter ça comme si c'était une personne qui était malade ou qui avait besoin, je dirais, d'une attention toute particulière. Stéphane, j'ai juste Stéphanie à côté de moi qui a l'air de vouloir réagir à cette dimension de la personne handicapée n'est pas intégrée dans les processus GPEC de l'entreprise. Allez-y. Alors, je faisais une grimace en fait. Je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où en fait chaque salarié bénéficie du même accompagnement, qu'il soit aujourd'hui en situation de handicap ou pas. On a des collaborateurs qui sont non identifiés, qui vivent des situations de handicap et qui ne sont pas reconnus ou qui ne souhaitent pas forcément en faire état et qui sont accompagnés dans les dispositifs qui sont proposés en interne. La seule chose qui diffère, c'est qu'effectivement, il y a une prise en compte de la situation de handicap qui est nécessaire si, et seulement si, on doit mettre en place un accompagnement spécifique pour le changement de poste, pour la mobilité géographique, pour l'évolution de carrière, pour l'accès à une formation. Mais en tout cas, moi je veux juste insister, il n'y a pas de réseau spécifique pour avoir accès à la gestion de carrière pour les personnes qui sont en situation de handicap et pour le reste en fait. Les missions handicap, aujourd'hui on est des facilitateurs pour mettre en place des projets. Une fois que les personnes sont intégrées, elles sont suivies par les responsables ressources humaines des établissements, etc. Voilà. Je vous remercie pour votre intervention. Alors d'abord, moi je connais Stéphane, pas... il nous reste juste une minute, ce sera sans doute le mot de conclusion. Et je comprends, parce que c'est vrai que c'est... je ne connais pas votre contexte particulier, donc je ne veux surtout pas le juger. Simplement, la France a aussi une spécificité qu'elle a au sein de ses entreprises des missions handicap. Moi, je travaille en tant qu'auditeur interne à l'international. Je suis intervenu notamment à Londres, donc, dans le cadre de mes missions, notamment dans le secteur bancaire, dans la banque d'investissement. Sachez simplement qu'une mission handicap, et cela, ça montre encore tout le chemin qui reste à parcourir. Du reste, cette table ronde s'appelle intégration. Elle aurait très bien pu s'appeler inclusion. Et je trouve que le terme intégration a été bien choisi, parce que ça montre encore tout le chemin qui reste à parcourir. Donc, sachez que les missions handicap dans beaucoup de pays n'existent pas. Simplement, moi, j'ai travaillé à Londres. Simplement, le manager ou le RH en face, que la question a été posée par des personnes non handicapées qui ne connaissent pas bien le contexte du handicap en France et à l'étranger. Le manager anglais a répondu tout simplement, ce que vous me dites, c'est la discrimination. Donc ça veut bien dire, et c'est de la stigmatisation. Donc ça veut bien dire, alors je ne dis pas qu'il faut supprimer les missions handicap, parce que certainement, si elles existent, c'est qu'elles sont vraiment nécessaires par rapport à tout le travail qui reste à faire. Mais tout simplement, dans beaucoup de pays, et là d'abord la diversité, c'est souvent considéré comme un enjeu business, simplement, les personnes handicapées sont complètement dans les processus, et on en parle ouvertement lorsqu'il y a un problème, et on ne renvoie pas la personne handicapée vers le médecin du travail ou vers l'assistante sociale, comme j'ai pu connaître un certain nombre, beaucoup de situations de ce type. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment.
Et je remercie aussi l'ADAPT pour cette fois-ci en ma casquette d'administrateur, si tu me le permets Valérie, véritablement pour l'organisation de cette manifestation. Ce n'était pas simple à faire, c'était aussi, je pense, une première pour l'ADAPT, de se lancer un petit peu dans cette aventure européenne qui était vraiment souhaitée depuis déjà un certain nombre d'années, on en parlait. Et j'insiste vraiment, et je remercie à la fois aussi bien les salariés que les nombreux bénévoles qui s'impliquent. Et n'hésitez pas, pour toutes les personnes qui veulent vraiment s'investir au sein de l'ADAPT, qu'elles peuvent adhérer au sein de cette association, et elles verront aussi que, certes, il y a un aspect gestionnaire et établissement, mais il y a aussi une ouverture sur l'extérieur qui est aujourd'hui très très forte et qui a été réaffirmée aujourd'hui. Et je vous remercie. Merci beaucoup Stéphane. Et surtout, ne partez pas, s'il vous plaît. Je voudrais, pour conclure nos travaux, inviter Serge Van Brakel à nous rejoindre. Manuel, on va rester là peut-être pour éviter de faire trop de mouvements. Et s'il vous plaît, merci de rester avec nous pour la conclusion. N'ayez pas peur. Alors, moi, je suis fatigué. D'abord, on m'a eu peur. Attendez, pour comprendre bien Serge, vous pouvez mettre le canal 4. Voilà. Mais ça sert à rien. Pendant un assemblage développé. Non, mais ce matin, j'ai eu peur. Oui, donc j'ai entendu le représentant de EDF. J'avais plus envie d'être handicapé. Non. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as obtenu de la conférence? Moi, j'ai aussi un problème de belgitude. Hein, donc, j'ai retenu, j'ai un peu transformé, ma mémoire transforme tout. Donc, je ne dis pas que ce que vous avez dit, ce que je vais dire, c'est vraiment ce que vous avez dit. Mais voilà, c'est ce que j'ai compris. Qu'est-ce que j'ai compris J'ai pris quelques notes. Hein, oui, on est tous des hommes. Ah oui. Même les femmes. Ah oui. Ça, et même les handicapés. Et même toi, mon petit. Non. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Non. Qu'est-ce que toi, t'as retenu? Mais au matin, on a parlé beaucoup de tableaux. Oui. De poussants. Oui. De statistiques. On n'a pas dit qu'un homme handicapé a les mêmes envies d'un homme. Les mêmes envies. Ah oui. Ah bon? À 100%. Ah bon? Ah oui, et même dans les statistiques, je crois qu'ils ont le même nombre d'érections que les autres. Non, à peu près. Si. Non, mais l'après-midi, c'était pas mal. Alors moi, à travers tout ça, il y a des moments où je me suis posé des questions sur la santé mentale des dirigeants et les nombreux handicaps de nos amis banquiers. Mais bon, moi, après-midi, j'ai eu envie de rencontrer Sarah. Ah oui, c'est vrai. Parce que si j'avais rencontré Sarah, je n'aurais pas loupé le tremplin. C'est sûr. Je me suis posé beaucoup de questions sur la vraie autonomie, la fausse autonomie, et puis après avoir bien réfléchi... Mais attends, tu as une définition de l'autonomie. Moi j'en ai quelques-unes. Il y en a une, c'est l'autonomie, c'est pouvoir demander de l'aide à qui peut nous la donner quand on a besoin. Voilà, et avec les parents. Ah oui, l'autonomie avec les parents, c'est qu'est-ce que ça pourrait être? Donc la fausse autonomie, c'est pouvoir s'habiller tout seul. Et la vraie autonomie, c'est pas maman qui me déshabille. Alors là. Alors on va conclure. Tu es d'accord avec moi? Le handicap fait partie de la diversité. Mais attends, avant de conclure, t'as trouvé du boulot, toi, déjà? Non, j'étais malade. Et t'as cherché? J'ai plus envie. Moi, je vais aller dans tous les pays européens. Je vais me former. Et quand j'aurai fini de me former, je vais prendre ma retraite. Et c'est vrai qu'après la retraite, t'es plus handicapé. Non, mais attendez, vous êtes d'accord avec moi? Le handicap fait partie de la diversité. Oui ou non? Vous ne pouvez pas me dire non. Peut-être si la France n'avait pas une politique de diversité les plus que au mondial.
Ah oui, ça, c'est sûr. Et la Voilà. pétanque n'existerait pas sans les personnes handicapées. Voilà, merci, à bientôt.